Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être présents pour cette table ronde intitulée Escalade et intégration, l'équipe des réfugiés vers les JO, qui promet d'être aussi émouvante qu'inspirante. En 2022, le film Les Nageuses bouleversait le monde entier en racontant l'histoire de deux sœurs syriennes devenues championnes olympiques. Cette histoire, elle n'est pas unique. Aujourd'hui, alors que plus de 120 millions de personnes sont déplacées à travers le monde, le sport devient plus que jamais un vecteur d'intégration et d'espoir. L'escalade, avec sa capacité unique à créer des liens, à transcender les barrières culturelles et linguistiques, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. En 2016, le Comité international olympique crée l'équipe olympique des réfugiés pour les Jeux de Rio. Aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, l'escalade s'apprête à écrire son propre chapitre dans cette aventure humaine en vue des JO de Los Angeles dans 4 ans, en 2028. Pour explorer ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir 3 personnalités d'exception. D'abord vous, Afra. Afra Mohamed, vous avez 25 ans. Vous êtes réfugiée politique en France et la première athlète réfugiée en escalade sportive officiellement soutenue par la Fédération internationale d'escalade, l'IFSC. Vous êtes d'origine palestinienne, née en Syrie, ce qui fait de vous une personne apatride. Votre parcours suscite une certaine forme de modèle, mais surtout d'espoir pour l'ensemble d'une communauté. Merci d'être là. Merci à toi. À vos côtés, docteur, enfin, à vos côtés, un peu plus loin sur la scène, le docteur Paleo Gigliotti. Bonjour. Vous êtes membre honoraire de l'IFSC, donc la Fédération internationale de l'escalade, et figure majeure du développement humanitaire de l'escalade. Votre engagement personnel dans le parcours d'Afra, mais aussi dans cette équipe de réfugiés et professionnels pour cette cause, est également une vraie source d'inspiration pour cette table ronde. Et enfin, Alain Carrère, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française de montagne et d'escalade, la FFME, dont l'expérience aussi dans l'accueil et l'intégration des athlètes réfugiés au niveau national est également assez précieuse. Quant à moi, je m'appelle Mathieu, je suis journaliste pour Vertige Média, un jeune média digital aussi frais qu'original qui traite de l'escalade par le prisme des évolutions culturelles, sociales et politiques de nos sociétés. Donc ensemble, vous l'aurez compris, pendant 1 heure, nous allons explorer la manière dont l'escalade peut devenir un outil d'intégration sociale et d'émancipation. Nous parlerons des défis, bien sûr, mais aussi surtout des solutions et des possibilités. Je rappelle en dernier lieu que cette table ronde, elle se veut interactive. Nous allons consacrer les 15-20 dernières minutes aux questions du public, donc je vous invite à les préparer dès maintenant au fil de la discussion. Je propose de commencer par vous, Afra, par vous donner la parole, pour peut-être que vous nous racontiez, et vous l'avez raconté longuement dans les colonnes de Vertige Média, peut-être revenir là-dessus, mais pour commencer, quel parcours vous a amené à l'escalade depuis la Syrie? Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci à Vertige Media d'avoir organisé tout ça et merci aux intervenants d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui. Ce qui m'a ramené à l'escalade, c'est pas très simple comme question parce que, comme tu l'as évoqué, être athlète et réfugié, ça implique qu'on n'est pas forcément consacré à 100% au sport ou c'est pas notre première priorité. Moi, j'étais pas amenée à faire de l'escalade comme ça, tout simplement. J'étais amenée d'abord à quitter mon pays et puis trouver une manière pour trouver la sécurité, puis faire des études, puis perdre un peu toute la sécurité que j'avais, chercher des solutions pour me sentir mieux mentalement. Et là, j'ai découvert l'escalade. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme tu l'as dit, j'ai un peu raconté longuement à l'article de Vertige Media, donc je vais essayer de faire un peu plus court. Voilà. Donc moi, quand j'étais jeune, j'avais fait de la gymnastique en Syrie. Moi, je suis née en Syrie, je suis d'origine palestinienne, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne savais pas que j'étais apatride. Ce n'est pas une question qu'on se pose à l'âge de 6 ans. Moi, je pensais que j'avais la double nationalité syrio-palestinienne. Et j'ai fini par découvrir que je n'avais pas de nationalité. Mais à l'âge de 6 ans, moi, j'étais comme toutes les autres étudiants. Je faisais mes études et puis je faisais mon sport. Et il s'avère que j'étais bonne en gymnastique. Donc, j'ai commencé à faire de la compétition. C'était du haut niveau que vous faisiez, hein. Alors d'abord, je faisais pas de haut niveau. Je m'entraînais dans le couloir de ma maison. Enfin, vraiment, non, mais c'était vraiment ça. J'ai menti à l'école. J'ai dit que j'avais un entraîneur. Alors rien n'est vrai.
je disais que ma mère m'entraînait. Ma mère, elle était médecin, elle n'avait rien à faire. Enfin, bref, donc j'avais menti sur tout ça pour pouvoir être acceptée de mon école pour aller faire de la compétition. Et quand j'ai commencé à faire de la compétition et à choper des titres, c'est là où j'ai été repérée pour faire du haut niveau. Donc j'ai commencé à le faire et au niveau national, ça allait très bien, le haut niveau. Sauf que au bout d'un moment, il fallait faire le repérage pour l'équipe olympique de la Syrie ou pour l'équipe de haut niveau de la Syrie, en tout cas. Et c'est là que mes entraîneurs ils se sont rendus compte qu'en fait, j'avais pas les mêmes papiers que les Syriens et que sur mes papiers, c'était marqué réfugié permanent. Parce que c'est comme ça qu'on nous nomme quand on est né d'origine palestinienne en Syrie. On est né et on est réfugié permanent dans le sens où il n'y a aucun objectif pour résoudre le problème de réfugiés palestiniens en Syrie. Donc on est né réfugié, on reste réfugié, on meurt réfugié. D'accord. Et en fait, à cette époque-là, c'est très compliqué de se poser les questions de comment on fait d'un athlète réfugié un athlète de haut niveau. Et en fait, ils m'ont dit que j'avais pas le droit parce que je pouvais pas représenter la Syrie vu que j'étais pas syrienne. Donc il fallait que j'arrête le sport. Ou en tout cas, eux, ils ont arrêté de me financer parce que en fait, on avait 2 entraîneurs qui se battaient en duel pour toute la Syrie, toutes les athlètes de la Syrie. Donc même si on était prêt pour les payer, enfin même si c'était en option, eux, ils ne voudraient pas nous entraîner, pas par question d'argent, mais par question de titre et qu'est-ce que l'athlète peut offrir. Et donc, quand on est athlète réfugié, qu'on ne peut pas ramener un médaille à la Syrie, pourquoi l'entraîner ? Oui, bien sûr. Donc voilà, mes entraînements se sont arrêtés. J'avais 12 ans, donc après 6 ans de carrière en gymnastique, j'ai dû arrêter. J'ai dû m'orienter vers des trucs qui ne sont pas compétitifs parce que c'est à 12 ans que j'avais compris que je n'avais pas de nationalité et que je ne pouvais pas faire la compète. Donc, j'ai fait de la danse. À cette époque-là, à 12 ans, la révolution syrienne, ça faisait 2 ans que ça a commencé. Okay. Du coup, j'ai été aussi active dans la révolution à ma petite taille et âge. Ouais, à 12 ans. Oui. Après, à 12 ans en Syrie, ça fait pas vraiment 12 ans. On est passé de vraiment enfant adulte. Il n'y a pas eu un entre la maturité se fait plus vite. Ouais. Et il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont été incriminalisés. Incriminés. Merci. En Syrie, par rapport à les questions de politique, tout ça, il suffit d'aller, je ne sais pas, taguer un mur pour dire Assad sa chute, pour être considéré terroriste. Donc moi, j'étais engagée dans la question de la révolution syrienne, à ma taille, à mon école, ce qui a fait, après plusieurs années, que j'ai été blacklistée de la Syrie. Il fallait que je commence à réfléchir à comment est-ce que je vais quitter la Syrie, mais sans trop attirer d'attention sur moi, parce que, en fait, on peut savoir si on est blacklisté ou pas par des gens qui travaillent avec le régime, mais justement pour faire passer l'information sur les gens qui sont demandés ou pas. Mais en fait, on ne peut pas savoir à quel point on est blacklisté. Est-ce qu'on est blacklisté, on va me tuer, ou est-ce qu'on est blacklisté, on veut me dégager. Il faut partir, ouais. Voilà. Donc, on ne peut pas savoir à quel degré c'est dangereux, mais on sait que c'est dangereux. Là, il y a des questions beaucoup plus politiques. C'est plus facile pour un Syrien de quitter la Syrie, ou en tout cas, à cette époque, c'était plus facile d'un Syrien de quitter la Syrie qu'un Palestino-Syrien. Parce que, en fait, simplement, le régime, il reçoit de l'argent pour chaque Palestino-Syrien dans le pays, de la part des Nations Unies, UNHCR, tout ça. Et en fait, ils ont mis des trucs en place. Par exemple, ils ont mis une loi qui n'était pas une loi vraie, enfin, pas déclarée, qui empêche les Palestiniens de se déplacer dans le pays. Ça veut dire que si moi, je suis à Damas, je suis interdite de circuler dans le pays. Parce qu'ils disent, si on se déplace d'une ville à une autre, c'est dans l'optique de quitter le pays. Et si on quitte le pays, ils sont moins payés. Donc ça a commencé comme ça. Donc la seule manière pour quitter la Syrie, c'était de trouver une bourse. Du coup, pendant 4 ans, j'avais travaillé sur mes études. Et il fallait que je chope la meilleure note de bac pour que je puisse avoir une bourse. J'ai fini par le faire. J'ai eu 19 sur 20. Donc forcément, les bourses, ça allait, quoi. Ouais. Mais c'était ça, en fait. C'était chaque année, il fallait prévoir... Une bourse qui venait de la France. De l'État français, ouais. D'accord. Alors, c'était pas une bourse de l'État, c'était une bourse d'une association qui s'appelait Démocratie et Entraide en Syrie. Très bien. Qui s'était mis en partenariat avec la mairie de Paris. Donc, c'était un programme d'accueil des étudiants syriens. Et la condition, c'était que ce soit des étudiants, mais vraiment excellents. Donc, c'était...
En fait, c'est ça la condition administrative, disons, mais c'est assez brutal parce que tous les étudiants ils vont partir, sauf qu'il n'y a pas assez de place. Donc moi, quand j'ai demandé la bourse, il y avait 5300 personnes qui a demandé. Et sur ça, on a choisi 25 pour venir. Ouais. Donc c'était vraiment des conditions assez brutales finalement, parce que certes, on vient pour faire des études, mais surtout, on vient pour survivre. Ouais, bien sûr. Parce qu'on veut tous échapper à quelque chose. Donc là, tu arrives en France. C'est sur le territoire français que tu connais l'escalade, que tu rencontres en fait la discipline. Ouais, et pas tout de suite. Et pas tout de suite. Non. Tu le rencontres par des amis, C'était par des amis de l'école d'architecture, parce que j'ai commencé par faire de l'architecture en France. Et après, il y a eu le Covid, donc je ne pouvais plus faire mes deux sports que je faisais, c'était soit gymnastique, soit danse. Après le Covid, vraiment plus rien. Ouais. Et là, il y a une amie qui me dit, en fait, il y a un truc qui a ouvert après le Covid, c'est les salles d'escalade. À l'époque, c'était Nation, en 2022, fin 2021. C'était Nation, la seule salle qui était ouverte par... Okay. Et elle me dit, vas-y, je t'offre 10 rentrées et tu peux aller faire ça. Et ça ressemble un peu à la gymnastique, à de la danse. Enfin voilà, tu peux aller voir. Et du coup, je suis allée, elle m'a filé mes vieilles chaussons. Enfin bref, c'est toute une histoire. Elle avait un paire de chaussons qu'elle m'avait filé parce que je ne pouvais pas payer des entrées. Ça coûtait moins cher qu'aujourd'hui, mais ça coûtait quand même cher d'aller à la salle de l'escalade. Donc elle m'a offert 10 rentrées et un paire de chaussons. Que du coup, j'ai réparti tout le long de l'année. Je faisais une fois par mois. Mais vraiment, j'ai adoré. Et donc, en 2022, j'ai acheté mon première entrée aux salles d'escalade. Et j'ai commencé à sincèrement le faire, mais pour de vrai. De manière régulière et disciplinée. Tout à fait. Jusqu'à rentrer, en fait, dans le contexte d'une escalade sportive qui pourrait te porter à un certain niveau. Et donc... préparer ce niveau olympique. Exactement. Paola, à quel moment vous croisez la route du destin de Afra? À partir de quand en fait vous entendez parler et comment en fait l'IFSC a soutenu le projet d'Afra au moment où Mais l'IFSC a toujours voulu faire quelque chose pour les droits humanitaires. Quand nous avons fait la Fédération internationale dans le 2007, nous avons dit que les choses humanitaires sont très importantes. Et c'est pour ça que j'ai été nominée le premier membre honoraire de la Fédération pour les droits humanitaires et sociaux. Et j'allais toujours au Forum de Peace and Sport à Monte Carlo, où j'ai rencontré et j'ai connu l'histoire de beaucoup de gens, de beaucoup de réfugiés. Et quand Colette de l'UNESCO m'a téléphoné pour dire il y a à Paris une jeune femme qui veut faire de l'escalade sportive, tu es disponible à venir à Paris pour la rencontrer, j'ai venu très volontiers. Et j'ai vu j'ai vu Afra comme moi quand j'étais petit parce que je viens de la gymnastique. D'accord. J'ai passé après à l'alpinisme parce qu'il n'y avait pas la grimpe sportive. Mais pour les alpinistes, j'étais comme un étranger parce que je suis petit, je suis du sud de l'Italie. Alors, je grimpais toujours en France parce qu'en France, ils ne connaissaient pas mon pays où je suis née et tout était plus facile. Et après, les Français commençaient à faire de la grimpe comme la gymnastique avec mon style. Et alors, quand j'ai connu Afra, j'ai dit, OK, on peut faire quelque chose pour les réfugiés parce qu'avec Marco Scolaris, le président de la Fédération, de la Fédération internationale, nous avons dit on doit faire quelque chose pour les réfugiés. Nous avons pensé au camp des réfugiés de la Jordanie, mais après, il y a eu tous les problèmes d'Israël. Quand j'ai connu Afra, j'ai seulement téléphoné à Marco et à Pierre-Guy. Et j'ai dit, j'ai une jeune amie qui veut faire de la grimpe et je pense que peut-être la première dans les teams de réfugiés de Los Angeles pour le 2028. D'accord. Nous avons demandé la bourse. Au CEO. Ouais. Mais pour ce qui devrait arriver en mi-2025, c'est ce qu'on disait en avril en principe. Vous l'avez demandé en principe pour mais cette bourse, elle servirait
à accompagner ton projet, Afra, à te payer un coach en fait, ou un accompagnement ou une préparation physique digne de ce nom pour que tu puisses en fait préparer les Jeux Olympiques de manière correcte et optimale. En partie, en tout cas, parce que c'est pas. Alors, la bourse d'un athlète réfugié, c'est 1 500 €. On peut l'utiliser. Pas par mois. Tout. 1 500 €. Ok. Loyer, coach, nourriture, tout ça. Ouais. Donc, on va pas loin. 1 500 € à Paris. Ouais. Ouais. Et en fait, on a le droit de demander la bourse en avril, mais ça ne va pas arriver avant 2026, je pense. Ça veut dire 2 ans avant les JO. Donc 2026 pour 2028. D'accord. Alain, quand vous recevez le coup de fil de Paola, elle vous parle de Afra, etc. À cette époque-là, quelle est l'expérience de la FFME dans l'intégration des athlètes réfugiés en fait, alors moi, c'est Pierre You qui m'a appelé en fait. Pierre You, mon prédécesseur, qui est aussi trésorier de l'IFSC. Donc ça, c'était, je pense à l'automne, quelque chose comme ça. J'étais en montagne. J'allais grimper. Okay. Et il m'appelle, il me dit, voilà, il y a une réfugiée qui grimpe en France, etc. Je dis, bah écoute, super. Voilà, donc moi, je l'ai appris comme ça. Et puis Afra, on s'est eu en visio pour préparer aujourd'hui. Là, et donc, oui, j'ai découvert par Pierre, mon prédécesseur. Alors, le programme... La volonté de l'IFSC, moi, ça fait longtemps que je vais aux AG de l'IFSC. C'est toujours un sujet. Mais là, on est passé aux actes, quoi. Parce que... Voilà, il y a vraiment l'opportunité d'avoir par Afra là, qui se trouve s'entraîner, qui est licencié dans un club parisien, pas loin d'ici, et qui, à ce titre, on l'intègre comme tous les licenciés de nos clubs, et peut faire des compétitions, etc. Après, chaque club organise l'encadrement et tout. Je ne sais pas si 8 Assure a pu mettre quelque chose de particulier pour Afra, mais voilà. Donc moi, je l'ai appris par Pierre. On était très heureux de cette nouvelle. Donc tu es Afra, vous êtes licencié FFME dans un club au 8 Assure, c'est ça, Paris. Afra, je crois. Ouais. C'est ça. Pour une histoire de la poule et l'œuf, quand au Jeu de Rio est créée cette équipe de réfugiés olympiques, l'escalade n'est pas présente en fait en tant que discipline au Jeu de Rio. Comment ça se passe en fait pour postuler, pour devenir athlète olympique dans la discipline qui nous intéresse aujourd'hui de l'escalade pour 2028? Il faut faire une candidature où en fait il suffit d'identifier une athlète qui pourrait en fait correspondre au niveau et ça suffit. Comment ça se passe exactement? Alors il y a 2 questions pour faire partie de l'équipe de réfugiés. Enfin, il y a 2 conditions. Première condition, c'est d'être reconnu réfugié, donc avoir l'attestation de UNHCR qui nous reconnaissent en tant que réfugiés. Donc ça, c'est première le Haut Commissariat aux Nations Unies pour ceux qui comprennent. Les acronymes, c'est parfois compliqué, je me permets, pardon. Mais... non, mais surtout que je ne connais pas l'acronyme en français. Tu me dis, moi non plus. J'aurais bugué. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'être athlète. Donc, il ne suffit pas d'être amateur de sport pour pouvoir le faire. D'où la question de challenge, parce que moi, tu vois ce que je veux dire? J'arrive, c'est un sport que je fais par plaisir. Maintenant, je me mets ce challenge d'arriver à un niveau d'athlète. Alors, ce qu'on peut définir comme athlète, c'est différent parce que dans une compétition internationale, il y a les meilleurs, il y a les élites, il y a les moyens, il y a ils sont bien, mais pas trop. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de critères, mais la question d'être athlète, ça ne veut pas nécessairement dire le niveau de performance, mais ça veut dire... un peu quand même. Un peu quand même, oui. C'est un petit peu une question que j'avais pour vous deux, Paola et Alain. Au niveau de la performance, et pardonnez-moi peut-être de pécher par pragmatisme, mais au-delà de l'enjeu humanitaire d'avoir quelqu'un de réfugié, etc., vous évaluez aussi la performance de cet athlète pour qu'elle puisse être aussi en capacité optimale de remporter quelque chose. Est-ce que vous avez fait une sorte de détection auprès d'Afra sur son niveau pour qu'elle puisse qu'elle puisse candidater à ces jeux ou pas du tout? Pas à ma connaissance. D'accord. Mais Afra, tu sais, ça sera mieux que moi. Pas à ma connaissance. Quand Pierre m'appelle pour m'annoncer qu'Afra était licencié au 8 Assure et était reconnu par le CIO, en gros, pour faire partie potentiellement de l'équipe olympique des réfugiés, je pense qu'il n'y a pas eu de test de la part de l'IFSC. Après, il faut donner les moyens. Elle a cette volonté. Après, il faut effectivement, au niveau sportif, être au rendez-vous. Il faut savoir que dans les critères de sélection pour Los Angeles, aujourd'hui, on ne les connaît pas. On ne connaît même pas les disciplines qui vont à Los Angeles.
On ne sait pas si... on sait qu'il y aura la vitesse. On ne sait pas s'il y aura un combiné bloc diff ou séparer les deux. Pour l'instant, moi, j'ai en tout cas pas encore l'information et je pense que dès qu'elle sera sortie... Si vous ne l'avez pas, je pense que peu de personnes... Voilà. Mais bon, peut-être qu'il y a déjà des échanges entre l'IFSC et le CIO sur le sujet, mais en tout cas, la décision n'est pas officiellement prise. Et donc, une fois qu'on connaîtra les disciplines, on va définir les critères de sélection. Et ce que vient de dire Afra sur... Il y a une volonté d'universalisme du CIO. C'est-à-dire qu'en gros, je prends l'exemple de Paris. À Paris, il y avait... une place réservée par continent. L'idée, c'était donc voilà et donc ce que tu viens de dire, Afra, sur il y a des les leaders, ceux qui visent le podium et puis ceux qui sont là pour participer. Clairement, les Africains ou les représentants même s'il y en a un qui a été en finale, en vitesse, ils sont là par volonté d'universalisme. Je ne sais pas, clairement aujourd'hui, quel va être le critère pour la participation d'Afra ou de futurs réfugiés, s'il y en a d'autres qui arrivent d'ici là, en escalade. Pour l'instant, ce n'est pas défini, c'est la grande inconnue. Mais peut-être qu'il y aura, il y a toujours une volonté de mixer l'universalisme, la volonté du CO d'accueillir de tout horizon, avec un minimum de niveau. Il ne s'agit pas de... Voilà. Ouais. Et donc, là, ça reste à définir pour l'équipe des réfugiés en escalade. D'accord. Si on fait une parenthèse, je crois qu'au JO de Paris, l'information, c'est 37 athlètes réunis sous une même bannière, donc 37 athlètes réfugiés, c'est à peu près ça. C'était 19 à Rio et on est à 37, ça augmente régulièrement. Et on avait 37 à Paris. Ils sont d'ailleurs l'équipe olympique des réfugiés est venue au Club France un jour avec la ministre et ils sont venus sur le stand d'escalade. Ils ont fait de l'escalade. On avait un petit mur d'escalade et plusieurs athlètes, des lutteurs, des gymnastes qui étaient dans l'équipe olympique des réfugiés sont dû grimper au Club France cet été avec accompagné par la ministre. Mais là, il s'agit d'autre chose. Ouais. Ce sera au niveau international, Paola, avant de peut-être... que vous connaissiez le cas d'Afra, quelle relation vous aviez avec d'autres fédérations, d'autres disciplines? Est-ce qu'il y avait déjà des ponts qui étaient tracés en fait, sur cet objectif humanitaire qui dépassait évidemment le mandat de Marco Solaris et puis de l'IFSC en général? Est-ce que vous aviez déjà des ponts que vous avez créés avec les autres fédés? Au-delà de la discipline, je pense que les réfugiés sont le problème de ce moment. Et tout le monde peut être réfugié. Je pense que le sport, c'est la plus grande diplomatie que nous avons dans ce moment pour mettre en place. Parce que nous avons vu qu'il n'y a pas de solution pour la guerre, pas de solution pour les réfugiés, mais l'intégration que peut donner le sport, c'est très grande. Donc, je pense que je vais, pour moi, aller avant, marcher pour cette route. Et si je suis venue à Paris, dans un moment vraiment de grand travail pour moi, j'ai venu pour inviter les gens à penser les grandes choses qui peuvent faire le sport. J'ai rencontré les réfugiés de l'Afghanistan, de la Somalie, de tout le monde à Monte Carlo, à Piste Sport, et j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont obtenu avec le sport. Nous ne devons pas regarder seulement au tennis ou au football, qui sont des sports très riches, très médiatisés, mais très des choses très petites. Pour moi, Afra a été seulement l'argent que j'ai donné à Afra. Je ne suis pas riche. Je suis seulement riche de la volonté de faire cette chose. Vous êtes en train de nous dire, vous avez vous-même financé le projet d'Afra à titre individuel? Oui, je l'ai financé moi, parce que j'ai dit quelqu'un doit commencer à donner quelque chose à Afra. Et tous nous avons quelque chose à la fin du mois. Pas en excès, mais quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un. J'ai dit, je vais donner ça à Afra. Et après, je donne mon expérience, ma vie. Pour moi, a été, je l'ai dit ouvertement, pour moi, a été le rêve de l'adolescence de faire quelque chose pour les droits humanitaires. Finalement, j'ai fait quelque chose dans le sport. Et est venu bien avec Afra.
votre témoignage est à la fois très beau et à la fois très, très révélateur aussi du potentiellement manque de budget en fait, à disposition des fédérations pour ce genre de parcours. Alain, à la FFME, est-ce que en fait, sachant qu'on peut penser, si on quitte le terrain du sport, que les enjeux géopolitiques vont par définition en fait, créer encore plus de réfugiés, etc. Est-ce que vous, au sein de la fédération, vous posez ces questions-là en se disant l'année prochaine, on va pouvoir peut-être débloquer certains fonds et à qui vous les adressez pour pouvoir aider encore plus d'athlètes réfugiés comme Malheureusement non aujourd'hui, parce que la construction de notre budget est très très compliquée. Donc ça reste en toile de fond, mais clairement à court terme on n'aura pas les moyens de le faire. Par contre, voilà. Il n'y a tellement pas de sous que c'est reparti, c'est bon. C'est reparti. C'est le tabou de l'argent. C'est le tabou. Non, il n'y a pas de tabou d'argent. Non, ce qu'on peut faire dans des cas présents, c'est nous, on est toujours en veille et on appuie des dossiers de demande d'aide. Par exemple, il peut y avoir un fonds d'aide au ministère ou MAE pour soutenir le projet d'AFRA et le soutien d'une fédération sportive. Et ce cas-là, on n'hésite pas. On a déjà fait, pas sur des cas comme celui-là, mais on peut faire aider, accompagner pour obtenir des aides plus ministérielles. Nous, on n'en a pas les moyens. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas dans le fond de la tête. Mais vous pouvez jouer le rôle d'entremetteur. On peut jouer un rôle de facilitateur. On l'a fait, par exemple, une autre conférence qui a eu lieu cet après-midi sur le footing vertical. Oui. On a aidé et accompagné ce projet à être soutenu par le CPSF. Enfin, on pourra en parler tout à l'heure, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire. D'accord. Mais pour l'instant, sur fonds propres, on n'a malheureusement pas les moyens AFRA. AFRA, si on rentre dans votre quotidien, aujourd'hui, la préparation, elle se passe comment sur les fonds de Paola, sur les vôtres peut-être aussi. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez à disposition quelqu'un qui vous permet de vous entraîner Alors, il y a 3 choses différentes. Donc, Paola, elle a fait un récolte de dons quand j'ai commencé mon projet, quand on a commencé à mettre les choses en place, parce que, en fait, à la base, moi, je ne me suis pas dit que j'allais au JO. À la base, quand la fameuse amie qui a appelé Paola pour lui parler de moi, je voulais juste m'entraîner parce que c'est très, très compliqué de rentrer dans un club pour faire de l'escalade quand on n'est pas un athlète élite ou en tout cas un athlète de compétition et surtout quand on a 25 ans. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Donc d'où la question de Pierre-Hugh qui a appelé ou Paola même qui a dû appeler Pierre-Hugh. Parce que moi, je voulais m'entraîner et c'était vraiment ça parce que c'était nécessaire pour ma santé mentale. D'accord. Après, Paola, elle m'a dit équipe de réfugiés, JO. J'ai dit OK. Mais par contre, c'est dans 4 ans. Ouais. Donc, 4 ans, un projet olympique, ça rigole long. Pas. C'est long et court à la fois. Exactement. Il faut s'entraîner dès maintenant pour pouvoir réussir quelque chose. Donc, moi, j'aime bien les challenges. Donc, j'ai dit oui. J'aime bien les challenges, mais surtout qu'il y a aussi... pour moi, le projet, il est plus grand. Moi, aujourd'hui, à 25 ans, je suis consciente que ce n'est pas l'âge pour construire une carrière professionnelle. Mais moi, ce que je veux, c'est que cette question soit déjà posée aujourd'hui pour que la vraie athlète qui, demain, est là à 8 ans ou 9 ans, mais qu'il est aussi réfugié, il peut venir et choper une médaille dans 2 JO ou 3 JO, comme l'a fait l'équipe de réfugiés cette année à Paris. Vous tracez un sillon, une voie, en fait, pour aussi les autres. Justement, pour répondre à toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui à 4 et qu'on dit, ça, on n'a pas de réponse, ça, on ne sait pas. Dans d'autres disciplines, ça a été fait et on a vu les résultats. Aujourd'hui, l'équipe de réfugiés à Paris, ils ont eu 3 médailles. C'est jamais arrivé. Ça fait depuis 2016 que l'équipe de réfugiés existe. Donc, c'est aujourd'hui qu'on récolte les efforts que les autres ont faits dans d'autres sports. Donc, pour moi, c'était important de commencer à le faire à l'escalade, d'amener les gens ou les fédérations ou même le public à se poser ces questions-là pour que dans quelques années, on commence à avoir des vrais résultats. Et peut-être que ça ne sera pas mon mandat à moi, mais comme ça serait. Si on parle de votre mandat à vous, justement, pour bien se rendre compte concrètement, vous grimpez à quel niveau ? Il faut demander à mon entraîneur. Ici présent. Ici présent. D'accord. Non, avant de te répondre à ça, je vais juste revenir à la question de l'argent parce que j'ai fait une longue introduction pour arriver jusqu'à là. Donc, quand j'ai su qu'il fallait faire les JO dans 4 ans, j'ai su qu'il fallait que je commence à m'entraîner, mais sérieusement, tout de suite. Donc, c'est à ce moment-là que Paola a commencé à me donner de l'argent pour pouvoir payer des entraîneurs. C'est de l'argent, c'est son argent propre, vraiment, et ses amis qui me faisaient des dons.
Et du coup, j'ai appelé Ludo Laurence et j'ai commencé à m'entraîner avec lui, ici présent, encore une fois. Donc après, les fonds de don, c'est pas quelque chose qui peut être là à H24. Bien sûr. Ouais. Donc c'est là où il y a eu le rôle de l'IFSC, dont elle parlait Paola tout à l'heure. En fait, l'IFSC, ils ont débloqué un fonds de 1 500 € pour une période de presque un an, donc ce qui me faisait 200 € par mois, ce qui est pareil. Enfin, ça peut ressembler, enfin, c'est très peu, mais pour moi, c'est très bien. C'est déjà 200 €, ça m'aide. Mais du coup, mon quotidien, c'est 40 heures de travail parce que je suis architecte dans mon temps libre. Ouais. Du coup, je fais 40 heures d'architecture. Ouais. Et après, je m'entraîne de 6h à 9h de matin. Et après, à 9h, je pars au boulot. D'accord. Et après, je m'entraîne à 19h, enfin après le boulot, 18h30, 19h, à 21h, 22h. Oui, on n'est pas du tout sur l'échelle en fait, de préparation d'un athlète non réfugié en France. Je ne sais pas si Alain ou voilà, vous avez des échelles financières en fait pour aujourd'hui quelqu'un comme Oren Berton par exemple qui s'entraîne pour les JO de Paris. Elle grimpe tous les jours. Tout le temps. Elle n'a pas de métier. Elle a un métier. J'imagine une dotation un peu plus importante que 200 € par an. Elle a un métier. Elle est grimpeuse professionnelle de haut niveau. Ouais. Et elle en vit. Ouais. Donc là, on n'est pas du tout dans la même. Bien sûr, dans la même catégorie. Ouais. Et vous arrivez à performer quand même. Vous arrivez à progresser sur ce. Oui, alors j'arrive à progresser, ça c'est clair parce que en fait, quand on s'entraîne, on peut avoir des résultats. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est vraiment de passer justement à cette statut d'athlète et de ne pas être dans l'entre-deux où je m'entraîne, mais un peu, mais je travaille. Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Ça veut dire que si je ne travaille pas, je ne peux pas financer mes entraînements et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, les questions. Et en fait, si on veut attendre, par exemple, on a parlé de bourse olympique en 2026. Enfin, si j'attends 2026 pour arrêter mon travail, pour avoir mes 500 €... ça fait un peu compliqué tout ça. Donc d'où la question de en fait comment je me fais financer, sachant que je suis pas un athlète élite, je grimpe à mon petit niveau aujourd'hui, mais mon objectif c'est de faire améliorer ma performance avec les années. Donc c'est aussi ça les questions qu'on se pose aujourd'hui, que ce soit avec Paola ou avec mes entraîneurs. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment comment... je sais que dans l'escalade, en général, c'est pas très simple d'avoir de l'argent pour les athlètes. Ouais. Donc vraiment, il faut être élite pour avoir un sponsoring, tout ça. Ouais. Donc en général, dans les sports un peu niche ou non, dans le sens où c'est un sport qui est très très récent au niveau JO et tout ça. Ouais. Donc c'est pas le sport, c'est pas le Formule 1 quoi, c'est pas le tennis. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc quand on est réfugié dans ce contexte-là, tu peux imaginer que l'argent c'est vraiment très 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 peu disponible pour ce genre de projet. Donc encore une fois, d'où la question de projet aujourd'hui qu'on met en place pour commencer à faire parler de ça. Que ensuite, peut-être dans une génération ou deux, ça soit un peu moins compliqué. On peut dire que si un sponsor veut donner quelque chose à un athlète réfugié, il ne sponsore pas seulement un athlète, mais un projet. Ouais. Et ça, c'est important. Ce n'est pas un grand athlète, mais c'est un grand projet. Et justement, cette nuance, si vous pouvez l'expliquer un peu plus profondément, c'est quelle différence vous faites entre l'athlète et le projet? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous entendez par projet là? Mais la grande différence, c'est que les athlètes de l'Europe ou de l'Amérique, des athlètes qui ne sont pas réfugiés, ils partent déjà avec un avantage. Ils partent déjà avec une maison, une famille. Les athlètes réfugiés partent sans rien. Et si exemple, je dis la Scarpa, la Sportiva, a donné une sponsorisation à l'athlète réfugié, donne une sponsorisation à la promotion sociale des réfugiés, de tous les réfugiés, pas de l'athlète seulement. Et je pense que la différence, c'est ce message.
je vais à sponsoriser une chose qui est importante pour le monde, pour tout le monde, pas pour l'athlète seulement. C'est la différence que je dis quand tout le monde me dit « Ah, en Italie, vous avez un grand champion de tennis ici ». Il est vraiment un très bon garçon. Il est vraiment numéro mondial. Mais il a toujours mangé 3 fois dans la journée. Mon ami qui a eu la médaille d'or du Burundi aux Jeux olympiques d'Atlanta, il avait mangé avant des Jeux olympiques seulement 1 fois dans la journée. C'est la différence. Oui, bien sûr. Il y a aussi... une question dans ce que vous avez dit dans une interview, un sentiment un peu doux amer, extrêmement respectueuse du fait que d'être la première athlète réfugiée à faire de l'escalade sportive, mais aussi à vous rendre compte que l'escalade était encore très inaccessible parmi en fait la population, plus que le tennis, plus que le football, plus que les sports, etc. Comment faire? Alors, c'est une question pour tous les trois, pour aussi médiatiser, publiciser, rendre accessible aussi cette pratique sur ce type de population ou des parcours comme le vôtre? Moi, je parle de mon côté. Après, je pense que Alain ou Paola, ils ont des réponses un peu différentes. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre pourquoi un athlète réfugié se lance dans ça. Enfin, je veux bien aller au JO, mais c'est pas juste pour aller faire la fête au JO. C'est pas pour aller voyager à LA. Je peux voyager à LA dans un autre moment. En fait, la question la plus importante, c'est pourquoi on fait ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend d'un athlète réfugié? Et je pense que, j'en ai pas discuté avec tous les membres de l'équipe de réfugiés, mais je pense que chacun des membres de l'équipe de réfugiés, il fait du sport et pour viser son médaille, parce que c'est bien d'avoir son médaille, mais aussi pour avoir un accès à l'information qui est plus simple pour la public. On n'a pas tous des amis réfugiés. Hein. Enfin, moi, je le sais. Donc, la dimension politique est aussi forte que la dimension sportive. Exactement. La dimension, ça peut être politique, ça peut être social. Aujourd'hui, le problème de réfugiés, ça touche les réfugiés, mais ça touche aussi le pays d'accueil. Aujourd'hui, moi, je suis réfugiée en France. Il y a la Fédération française de l'escalade qui est aujourd'hui présente pour parler. Donc, quand je suis réfugiée, c'est pas juste mon problème à moi. Ça devient un truc où il faut qu'on en parle collectivement du moment où le pays dans lequel je suis accueille activement des réfugiés. Et pareil, dans l'entourage d'une personne réfugiée, il y a des personnes qui sont réfugiées, mais il y en a qui ne sont pas réfugiées. Comment on parle de ça? Donc, comme le disait Paola tout à l'heure, en fait, le sport, c'est ce qui est de plus accessible pour commencer à aborder ces questions-là, pour expliquer pourquoi il y a des réfugiés dans le monde. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a quitté son pays et est venu s'installer autre part? En fait, c'est pas par envie. Moi, personnellement, je n'avais pas vu mes parents depuis 8 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir de quitter mon pays d'origine, venir s'installer dans un autre pays et commencer ma vie de zéro. Donc oui, il y a le côté plaisir pour faire du sport, donc le côté personnel, mais il y a aussi une grande dimension de... En fait, quand on fait ça, c'est pour expliquer un message beaucoup plus complexe et peut-être peu accessible pour les gens. Absolument. Alain, Paola, sur cette question d'accessibilité de l'escalade sur ces populations, sur ces publics Disons que le sport en général, mais l'escalade peut-être particulièrement, on est très acteur d'intégration de tout public. Alors, bien sûr, souvent, quand on parle d'intégration en ce moment, si je vois le ministre, on va à l'intégration de tout public, ils vont penser personnes éloignées de la pratique, personnes en situation de handicap, personnes des quartiers défavorisés. Mais dans la même logique, il y a un double challenge, c'est-à-dire intégrer à notre sport les réfugiés, ce qui permet aussi de communiquer sur les réfugiés. Il y a un double... Mais moi, je constate que nos clubs, en général, ils sont très intégrants des publics qui ne sont pas leur public habituel. Et donc, alors les réfugiés, c'est rare. Et il y en a quand même 120 000. Enfin, il y en a beaucoup trop de par le monde. Mais en tout cas, il y en a une en France qui est dans un club français. Mais nos clubs sont très intégrants des publics qui sont pas habitués
accueillir. Et moi, je remarque le propos d'Afra. Il y a un double projet dans son projet. Il y a celui de l'escalade, mais il y a aussi, peut-être même avant, le fait de faire connaître sa situation et la promouvoir à travers le sport. Et ça, c'est une belle. On parlait de modèle en introduction, c'est exactement ça. C'est comment. Moi, j'aime pas forcément le mot modèle. Enfin, pour dire, dans le sens où je me vois pas comme un modèle. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est le plus important, c'est commencer à ouvrir les portes pour donner En fait, quand on parle d'égalité dans le sport, c'est pas toi, tu as 200 €, moi, j'ai 200 €. L'égalité, c'est d'avoir les mêmes opportunités. Et en fait, très clairement, en tant que réfugié, on n'a pas les mêmes opportunités que des athlètes non réfugiés. Donc l'idée, c'est plus on en parle, plus on va avoir cet accès à l'opportunité. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être pas pour moi, mais en tout cas, si aujourd'hui on se pose la question, peut-être que demain ou après-demain, on a les réponses. Mais pas forcément un objet de modèle ou de... Oui, bien sûr. Non, mais au moins une source d'inspiration. Et après, c'est vrai que de compter sur les deux fédérations les plus importantes en fait, dans la pratique, j'imagine que c'est quand même quelque chose qui est plus qu'une béquille, quoi. Il reste quelques minutes pour prendre peut-être quelques questions de la salle, si vous en avez. Et si vous voulez parler, vous prenez... Oui, bonjour, merci pour ces témoignages. Du coup, moi, je voulais savoir, parce que comme tu disais, ton but, c'était d'ouvrir les portes et de créer un chemin pour des futurs athlètes. Et donc, du coup, ma question, c'était, est-ce que toi, quelle est ta relation avec d'autres athlètes réfugiés? Est-ce que toi, c'est un parcours plutôt solitaire que tu as eu? Ou est-ce que ça soit dans l'escalade, mais aussi, est-ce que tu es en contact avec d'autres athlètes réfugiés? Est-ce que ça fait communauté entre guillemets, est-ce qu'il y a une certaine solidarité? Qu'en est-il en fait? Merci pour cette question. Alors, les athlètes réfugiés, en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup en Allemagne, que je connais. On a parlé des nageuses. Voilà. Il y a beaucoup d'athlètes un peu partout dans le monde. Je ne parle pas que de l'escalade. L'escalade, il n'y a que moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'espère qu'après il y aura plus de personnes et c'est ça l'idée. Mais des athlètes réfugiés en France, il n'y en a pas énormément, en tout cas il n'y en a pas que je connaisse. Donc oui, il y a un moment un peu de solitude dans ce milieu où je ne sais pas trop ce que je fais, où est-ce que je vais, je n'ai pas des retours d'expérience. Alors par contre, quand on parle de réfugiés, donc justement moi, quand je parle de ma volonté d'avoir plus de réfugiés, donc moi j'ai commencé à travailler sur un projet, je suis marraine de projet qui se fait en partenariat avec la FFCAM pour le coup, et avec le centre Primo Levi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Primo Levi, c'est un centre qui travaille avec des réfugiés, mais c'est assez précis parce que c'est des réfugiés qui ont été victimes de torture politique. Donc c'est vraiment des réfugiés plus quoi. Et en fait, moi j'étais en contact avec ce centre pour des raisons personnelles. Et quand j'ai parlé de mon expérience dans l'escalade, où je disais que l'escalade c'était vraiment un échappatoire pour moi psychologique, on a commencé à se poser la question de est-ce qu'on peut pas faire ça pour d'autres réfugiés. Et du coup, en ce moment, on a commencé un projet où on les amène pour faire de l'escalade. Pour le coup, c'est pas du tout dans un objectif de faire de la compète ou quoi que ce soit, mais c'est des projets comme ça qui peuvent introduire un sport qui est aujourd'hui pas un sport où on peut le faire dans la vie de tous les jours. C'est pas le foot, c'est pas je descends en bas de chez moi, je fais du foot, je remonte. C'est vraiment un sport où il faut avoir du coup l'invitation de mon ami qui m'a invité pour faire le sport. Il faut avoir quelqu'un qui fasse l'introduction de sport pour avoir des gens qui veulent peut-être le faire en compétition ou pas, mais en tout cas pour commencer à chercher l'intérêt. Donc avec d'autres réfugiés, ça c'est ma démarche actuelle. Et juste pour rebondir sur la question, même si en Allemagne, au niveau international, vous avez des relations, il y a un réseau qui se fait entre vous, même s'il y a peu d'athlètes réfugiés en France? Il y a un réseau déjà en place. Alors moi, comme on avait expliqué tout à l'heure, moi, tant que je n'ai pas ma bourse olympique, je ne fais pas officiellement partie de l'équipe olympique de réfugiés. Une fois que ça s'est fait, oui, parce qu'en fait, l'équipe de réfugiés, alors contrairement à d'autres équipes, l'équipe de France, c'est les athlètes de France, que ce soit en rugby, en escalade, on a l'équipe de France, il y a toutes les athlètes de France. Alors l'équipe de réfugiés, ce n'est pas par pays. On a une seule équipe de réfugiés par tous les pays du monde, et on a des athlètes réfugiés un peu partout dans le monde. Donc, j'ai envie de dire, on s'en fiche qu'il y en a un en France ou 10 en France, mais on représente tous la même équipe et le même statut. Donc, Ok. Une autre question, oui.
Bonjour, merci pour cette table ronde qui est trop intéressante. Je me posais une question par rapport... alors là, toi, je ne sais pas si je peux te tutoyer. Bien sûr. Donc toi, tu es arrivé en France et ensuite tu intègres cette équipe via ton parcours. Tu es arrivé sur le territoire. Mais j'ai vu un film récemment, peut-être que beaucoup d'ici l'ont vu, Tatami, où là, en fait, c'est via la compétition internationale qu'il y a une aide humanitaire qui se fait jusqu'à l'exfiltration éventuellement d'athlètes. Alors, c'est pas une histoire réelle, ce film, mais elle est fortement inspirée de situations qui existent, et notamment une situation qui a touché le monde de l'escalade, puisque c'était le cas de El-Nasser Rekabi. Et donc, du coup, je me demandais, est-ce que dans les compétitions internationales d'escalade, il y a des structures qui sont similaires à celles qui sont représentées dans ce film qui montre les situations de compétition internationale de judo, où justement il y a des aides qui sont faites aux athlètes qui sont mises en difficulté pendant les compétitions, qui sont sur des territoires propice à l'exfiltration d'athlètes. Voilà, je ne sais pas si ma question est très claire, mais voilà, c'est le recrutement, on va dire, par le territoire et puis par l'exfiltration. Pas à ma connaissance à moi, mais je laisse. Non, à ma connaissance, c'est pas aussi structuré que ce que tu viens de dire. Par contre, il y a une veille claire, hein, toi, quand on parle de l'athlète là, qui a été inquiété dans son pays, là, pour des questions de voile et autres, là. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il y a une veille, il y a une sensibilité, on recherche des moyens d'action, mais c'est pas structuré, organisé comme tu peux le décrire à ce jour. Donc il y a une forte sensibilité sans que ce soit structuré, organisé. Pour l'instant. Et du coup, oui, voilà. Attends, il n'y a plus de micro là. Vous avez épuisé votre temps de parole. Question sensible, encore une fois. Allô. Un micro. Mais ça rejoignait la question précédente, justement, sur à quel point les sports se rejoignent, les fédérations se rejoignent, les compétitions internationales se rejoignent. Et le comité olympique, est-ce que derrière, il arrive à toucher les différentes fédérations internationales sport par sport, quoi? C'est en cours, c'est récent. Hein. Il y a une sens, c'est ce que je dis au niveau du CIO. Donc il a détecté ça. Il a mis en place l'équipe olympique des réfugiés en 2016. Des réfugiés, ça faisait longtemps qu'il y en avait. Donc il y a, je pense, une sensibilité croissante à cette question. Et puis la situation géopolitique de par la planète aujourd'hui, on sait que ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Donc voilà. Et donc c'est en train de structurer. Mais on peut constater quand même depuis... alors quand le CEO le fait en 2016, il avait dû réfléchir un petit peu avant. Hein, ça, c'est pas décidé en 2015. Voilà, donc je pense qu'il y a... Mais c'est en train de se structurer. C'est pas hyper organisé comme on pourrait le souhaiter, bien évidemment, malheureusement. Il y avait une autre question juste à côté. Se sont levés, ouais, tout à l'heure. Ouais. Oui, bonjour, merci. J'avais deux questions du coup. La première, c'est est-ce qu'il y a des ponts qui seraient prévus transpartisans entre le club alpin français, la FFME et par exemple la FSGT sur ce type de questions? Et aussi, je voulais avoir votre avis sur le sport est-il politique du coup? J'ai pas compris la deuxième. Le sport est-il politique? Alors, vous avez une conférence demain. Il y a une table ronde sur le sujet demain. Voilà. Sur les trois fédérations que tu as, excuse-moi, je tutoie facilement, mais bon, FFCAM, FSGT, à chaque fois qu'il y a des sujets communs, on se rencontre. Hein. On est en train de mener une étude en commun sur l'accidentologie en site naturel d'escalade. Donc on a l'habitude, alors on a chacun notre vie, hein. Chacune de ces fédérations a ses projets. Nous, on est tri-olympique, donc on s'occupe beaucoup de sport de haut niveau, mais pas seulement. On s'occupe aussi de falaise. Il y a eu une table ronde juste avant où on en a parlé. Et donc, à chaque fois qu'il y a des sujets où il n'y a aucune raison qu'on travaille seul, on est en contact, on se connaît. Et, voilà, j'ai déjeuné avec un des coprésidents de la FFK la semaine dernière, on se connaît très bien. Et donc, dès qu'il y a des sujets, on le fait. Donc, si ce sujet fait apparaître la nécessité de travailler ensemble, on aura au moins une réunion pour voir quelles actions on peut mener en commun. On le fait sur d'autres sujets. On le fera pareil sur celui-là si ça devient nécessaire. Donc pour l'instant, c'est une ébauche. Hein. Ce sont des discussions, rien de plus.
Mais je peux dire quelque chose sur la situation internationale. Comme, quand nous avons fait la Fédération internationale d'escalade, n'était pas facile parce que les Italiennes et les Françaises, ils voulaient la fédération parce que l'escalade sportive était une réalité vraiment grande dans l'Italie, dans la France, mais pas partout. Et l'UIA, l'Union internationale des associations d'alpinisme, ne voulait pas reconnaître, surtout les gens plus anciens, ne voulaient pas reconnaître que l'escalade est seulement un mouvement de l'alpinisme. Mais l'escalade sportive, c'est toute une autre chose. Et moi, que j'arrivais du sport, j'arrivais de la nationale italienne de gymnastique, j'avais compris bien ça au début de ma carrière d'alpiniste. Et nous avons fait une lutte pour avoir l'indépendance. Et pas tout le monde, dans tout le monde, est accepté normalement. Mais en Italie, en France, il n'y a pas de problème absolument entre les deux clubs. Et je pense qu'aider aussi, avoir des projets humanitaires ensemble peut être une chose très bonne. Parce que la chose d'avoir aussi de l'argent de l'État, de l'argent public, en plus de l'argent des sponsors. C'est seulement une question politique. Et l'Europe doit démontrer les pays qui sont les pilastres de l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, doivent démontrer qui va faire quelque chose en plus des autres pays qui n'ont pas la même sensibilité politique. Excusez-moi, mais c'est vrai. C'est assez clair. Peut-être une dernière question. Deux dernières questions. Merci. On m'entend bien ? Oui. Déjà, merci pour cette table ronde et pour le sujet qui est quand même pour une cause et pour une partie de la population qui malheureusement aujourd'hui est un peu trop, je trouve, invisibilisée. Je parle surtout pour toi. Donc c'est moi en tout cas personnellement une cause sur laquelle je milite beaucoup et qui me touche. Mais poursuivre aussi des athlètes français, etc., qui sont professionnels dans le sens où c'est leur métier, contrairement à toi, même si tu l'aimerais. Je voulais savoir si justement il y avait aussi une ouverture qui était faite et si tu avais peut-être ou prévu les possibilités de t'entraîner avec eux dans des stages, etc., pour être avec des athlètes d'un niveau que tu as peut-être déjà ou que tu souhaiterais obtenir dans les compétitions futures, parce que comme tu l'as dit, tu en es à tes débuts, parce que, entre guillemets, tu as commencé tard, la plupart ont commencé à 8, 9, 10 ans, 12 ans, donc il faut aussi, entre guillemets, avoir ce niveau et se rattraper pour, déjà, je pense, une identité personnelle de dire je le mérite, je le vaux, syndrome de l'imposteur, etc., il faut parler longtemps. Donc aussi, j'aimerais savoir si, puisque c'est un sujet qui est très très récent, mais qui va devenir important et qui va être mis au JO de 2028, etc., puisque notre sport se développe. Voilà. Est-ce qu'il y a une main qui est tendue de la part, que ce soit de clubs, même de salles privées ou autres, qui acceptent en fait de te suivre ou de te proposer ces opportunités au fur et à mesure que déjà, même là, il y a du temps qui soit accordé au Salon de l'Escalade pour en parler. Moi, je trouve que c'est déjà excellent, mais voilà. Oui, alors le fait de s'entraîner avec d'autres, c'est important dans tous les sports, même les sports individuels comme l'escalade. C'est important en même temps, il faut s'entraîner, il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage, je pense. Je ne sais pas le niveau d'Afra aujourd'hui, mais vu le temps depuis la durée depuis qu'elle a démarré l'escalade, il y aurait trop de décalage, probablement que ce soit magnifique. Par contre, Afra elle se frotte déjà aux compétitions. Elle a la chance, elle a atterri en France et la France c'est un pays où les circuits d'escalade est extrêmement bien organisés. Donc en tant que licenciée FFME, elle peut déjà goûter à la compétition. Je crois que tu en as déjà fait, au moins le championnat départemental, régional. Je pense on sera au championnat de France. Il a eu lieu le championnat régional ?
Ok, tu n'as pas fait. En tout cas, voilà, donc il y a l'idée d'être confronté à travers des compétitions. Et puis, quand le temps sera venu, je pense que toi, au fur et à mesure de niveau, de se confronter. Je ne sais pas si dans ton club, tu t'entraînes aussi avec d'autres de ton club. J'ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, dès qu'il y a des synergies possibles, bien sûr, c'est intéressant de s'entraîner avec d'autres. Mais ça, c'est à elle de voir avec son entraîneur quels sont les meilleurs environnements d'entraînement possibles, quoi. Il y avait une dernière question. C'était la même? Ok. Alors, je fais la même réponse. Écoutez, on va conclure. On est arrivé au bout du temps. Merci 1000 fois, Afra. Merci 1000 fois, Alain. Merci 1000 fois, Paula. J'espère que le parcours d'Afra et puis le soutien de la FFME et de l'IFSG vous a inspiré, vous a motivé, vous a mis un peu plus de lumière sur ces parcours. Juste, je vais terminer. Comment, en fait, on peut suivre ton évolution vers les JO de 2028, nous, là, une fois après la conférence, comment on peut faire? Bonne question. Mon entraîneur, il n'est pas content. Parce que oui, Pardon. non, mais parce que c'est vrai, il faut que je travaille ma com. Donc aujourd'hui, il y a mon Instagram, mais qui n'est pas vraiment très développé. Encore une fois, pour une bonne raison. C'est que 40 heures de travail, et puis je ne sais pas combien d'heures d'entraînement, il me faut 10 personnes pour travailler sur ma com. Mais il y a mon Instagram. On est plus que 10 personnes. Il y a peut-être des âmes charitables qui ont aidé à il y a Vertige Media. Il y a Vertige Media. Il y a Pierre. Non, c'est vrai que Vertige Media, c'est le média partenaire. Donc Vertige Media, il publie assez souvent sur ce que je fais et ce que je vais faire. Et sinon, oui, il y a mon Instagram. Parfait. Voilà. Merci à tous. Merci Afra. Merci c'est à un vous. témoignage très... Merci d'être venu. Merci à toi.